Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Et merci encore d'être si nombreux ce matin pour notre deuxième Delville Academy. Alors, quelques mots sur Delville Management pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Delville Management, cabinet de management de transition, pure player, créé en 2010 par Patrick Abadi. Nous sommes aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs. Notre siège est à Paris et nous avons des bureaux en région, à Lyon, à Lille, Nantes, Toulouse et Munich. Et nous avons actuellement environ 150 missions en cours. Au sein de Delville Management, nous avons créé un club de décideurs, le club Delville, constitué d'experts. Et nous nous sommes dit que ce serait probablement une bonne idée que de proposer aux membres du club Delville de venir partager leurs expertises auprès de notre écosystème dont vous faites partie. Et c'est ainsi qu'est née la Delville Academy. Donc, nous lançons aujourd'hui la deuxième Delville Academy et nous avons le plaisir de recevoir Marie-Odile Ancel, notre spécialiste des achats, qui va nous parler du métier d'acheteur aujourd'hui. Être acheteur aujourd'hui, c'est tirer sur les prix et négocier, vrai ou faux. Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&A en bas ou en haut de votre écran et nous y répondrons au fil de l'eau pendant l'intervention de Marie-Odile. Merci Marie-Odile, je te laisse maintenant la parole. Merci Delphine, merci à tous d'être déjà si nombreux à cette heure, j'allais dire particulièrement tôt dans la journée. Je vais partager très modestement ce que je connais des achats dans l'industrie. Je tiens vraiment à limiter le sujet à l'industrie parce que je ne connais pas les achats dans la distribution ou dans la grande distribution. Et c'est aussi, en fait, pour moi, une véritable passion que ce métier d'acheteur que j'ai choisi maintenant il y a un peu plus de 20 ans. Donc, être acheteur, c'est tirer sur les prix négociés. Le titre peut paraître un peu provocateur et la réponse plus ou moins évidente. Il n'empêche que ça correspond quand même à une réalité qu'on rencontre ici et là, ou qu'on rencontre relativement souvent et qui conduit régulièrement à des achats sauvages où c'est directement l'utilisateur qui va faire son shopping et qui apporte un contrat à négocier complètement tout ficelé ou pas du tout négocié du reste, à signer et à entrer dans les systèmes entre guillemets pour exécution. Donc, clairement, je vais dire en vous disant ceci, j'ai déjà un peu abordé le sujet. Acheter aujourd'hui, c'est pas tirer sur les prix et négocier. La partie négociation, nous y viendrons après, mais la partie prix, clairement, on peut dire non. Acheter aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est garantir un triptyque. Je peux passer à la suivante. C'est garantir un triptyque qui sont qualité, coût, délai pour l'entreprise et pour, j'allais dire, le sujet sur lequel on est aux achats. Parce que clairement, en fonction de l'entreprise, de ses enjeux, en fonction du type d'achat auquel on a affaire, est-ce qu'on va être sur des achats de frais généraux? Est-ce qu'on va être sur des achats d'IT? Est-ce qu'on va être sur des achats de production, sur des achats de projet? Les différents points ne reprendront pas la même importance. Le premier sujet auquel je veux m'attacher, c'est la qualité. La qualité, et je tiens tout de suite à le dire, c'est pas du tout ni la qualité au sens où on l'entend couramment, bonne qualité par rapport à mauvaise qualité. C'est pas non plus la conformité. Alors, bien sûr, la conformité du service ou du produit acheté fait partie de la qualité, mais la qualité, c'est aussi tout un ensemble de caractéristiques. Donc, pour revenir sur la partie conformité, quand on achète un produit, et notamment un produit technique ou une prestation, par exemple une prestation de nettoyage, une prestation de maintenance, c'est de la conformité au cahier des charges et c'est de la conformité également à toute la documentation qui peut aller avec le produit. Ça peut être des instructions de montage, ça peut être des documents de certification, ça peut être aussi des documents, des aspects très réglementaires pour passer les douanes. Donc, la qualité, ce que j'entends par qualité, ce sont toutes les caractéristiques que le produit va pouvoir revêtir pour satisfaire le mieux le besoin de l'entreprise. Et c'est aussi un domaine dans lequel le fournisseur va pouvoir parfois apporter
une partie de ce savoir-faire métier en disant, écoutez, sur cet aspect-là, je pense que vous auriez, je vais dire, ce serait plus adapté que vous ayez ceci ou cela ou moins. Donc, c'est aussi bien souvent ce qui va permettre cet aspect qualité ou l'ensemble de ces caractéristiques du produit à l'entreprise d'être concurrente ou d'avoir un avantage concurrentiel sur ses marchés, sur son marché aval. Et j'allais dire, à titre d'exemple, sur cet aspect-là, je peux parler d'une mission que j'ai faite maintenant il y a 3 ans, où j'arrive dans une des premières réunions de direction et les commerciaux relatent le fait que dans l'agroalimentaire, on a un problème parce qu'on n'arrive pas à atteindre un taux de satisfaction client qui dépasse les 95%, ce qui est évidemment pas acceptable et du coup, on a énormément de non-conformité en clientèle. Donc, j'écoute, je repars dans le service. Il y avait une personne que j'avais identifiée. Il n'y avait pas de service qualité achat. Il n'y avait pas du tout de personne dédiée à ça, mais il y a une personne que j'avais identifiée dans les premiers jours de ma mission comme ayant une bonne fibre dans la démarche qualité. Et donc, je lui dis, écoute, j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que moi, j'étais nouvelle dans l'entreprise, je ne connaissais pas. Et la première chose qu'on a faite, on a été demander aux commerciaux qu'est-ce que c'était la plupart des récriminations des clients. Et on a eu en fait une catégorie qui était très vague qui s'appelait emballage. Bon, emballage, et on a décortiqué, on a commencé à regarder le film plastique, c'est nous qui le mettons et on n'a pas de souci. Et finalement, il s'est aperçu que le principal composant qu'on achetait et auquel on ne touchait pas, qu'on ne mettait pas nous-mêmes en œuvre, c'était les palettes. Donc, on est reparti voir qu'est-ce qu'il y avait dans le cahier des charges palettes. On a pris, j'allais dire, le temps d'aller voir une réception de camion, et là, on s'est aperçu que dans les piles de palettes, à l'occasion, il y avait des palettes écornées, il y avait ceci, il y avait cela, et que personne ne les triait. Donc, on a fait un chantier avec le fournisseur. On lui a expliqué quelles étaient nos contraintes spécifiques. On a attiré son attention sur le fait qu'on allait mettre en place un contrôle, mais que ce contrôle, il avait un coût pour nous. Donc, on allait le déduire de ses factures, mais très gentiment, en fait, fermement, mais très gentiment. Eh bien, soyons clairs, en moins d'1 mois, on a résolu cette problématique de non-conformité chez les clients, tout simplement en travaillant sur la qualité et sur la façon dont on avait nous-mêmes exprimé notre besoin vis-à-vis du fournisseur pour qu'il soit conforme. Ensuite, un des éléments très importants, alors soyons clairs que la qualité, évidemment, elle va avoir immédiatement une importance sur le coût, et j'ai déjà abordé en vous en parlant, c'est-à-dire qu'on regarde le prix, évidemment, mais le prix, c'est une partie seulement du coût et ce n'est pas toujours la plus importante. Et à cet égard, je peux reprendre le sujet de la qualité, c'est-à-dire que la qualité, si la non-qualité, elle est détectée à réception, elle a un coût, un petit coût, mais elle a un coût parce qu'il va falloir qu'on trie les palettes, il va falloir qu'on les mette de côté, il va falloir qu'on les retourne, il va falloir qu'on ouvre le litige avec le fournisseur. Tout ça, c'est un coût. Mais si jamais cet élément de non-qualité, on ne le voit pas à réception et qu'il part chez le client, le coût va être bien plus important. Donc, le prix payé, ce n'est pas forcément l'élément le plus important par rapport à la mission de l'acheteur. Et on peut avoir des achats techniques où la dimension prix payé, elle a encore beaucoup moins d'importance. Je pense par exemple à tout ce qui peut être achat d'investissement. Dans les achats d'investissement, oui, le prix payé, on le regarde, mais on va s'intéresser, par exemple, si on a un élément, un moteur, à sa consommation. On va s'intéresser au prix des pièces détachées et des consommables de production. On va s'intéresser éventuellement à la capacité de pouvoir accéder rapidement à des montages-démontages si on a des arrêts de production, quand on a des arrêts de production. Il y a toutes sortes de choses comme ça auxquelles on va s'intéresser qui font que le prix, c'est une chose, mais tous les autres aspects, par exemple, si on a une consommation qui varie du simple au double, surtout avec un coût de l'énergie important, eh bien, je vais dire, l'aspect coût en utilisation prend une dimension tout à fait différente et il peut paraître parfois contre-intuitif de prendre une décision en faveur du produit qui, en termes de prix, facialement, a le prix
le plus élevé. À cet égard, je pourrais aussi parler d'un exemple que j'ai vécu dans l'industrie automobile il y a quelques années, où j'achetais le polyuréthane et où, j'allais dire, le petit jeu habituel, c'était il faut gagner 3 centimes, il faut gagner 5 centimes, etc. Sauf qu'il y a un moment, on est au bout du jeu. Et donc, je reconnais que dans mon souci j'allais dire, d'arriver à optimiser les achats, j'étais un peu frustrée de voir que je grappillais 1 ou 2 centimes, etc., et que je ne pouvais plus avancer. Donc, je suis allée voir le directeur d'un site sur lequel on faisait que du moussage de tableau de bord. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer finalement, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la fonction de ce polyuréthane qu'on achète? Et je lui ai dit, est-ce que ma vision très basique, elle est la bonne? Parce qu'en fait, moi, j'achète 2 composants qu'on paye au litre ou au kilo. Tu les injectes avec un rapport de proportion dans un moule que l'on fait monter en température. On le laisse un certain temps dans ce moule et ça me donne la pièce. Et elle m'a dit, oui, c'est d'accord. Je dis, écoute, dans ce cas-là, peut-être qu'on peut travailler. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a plusieurs composantes dans la mise en œuvre, dans le coût de mise en œuvre des produits. On a la quantité qu'on injecte, on a le temps qu'on passe dans le moule, éventuellement, du coup, le nombre de moules, et on a la température. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a invité 2 des fournisseurs majeurs. On a fait une discussion très constructive en leur disant, écoutez, on en a assez de gratter 1 ou 2 centimes. Par contre, on voudrait vraiment un progrès sur le temps de moussage, donc le temps de cycle, et les volumes injectés. Eh bien, on a mis évidemment un certain temps, parce qu'en plus, dans l'industrie automobile, il a fallu repasser tous les tests et les crash tests avec les airbags. Mais le gain a été tellement important qu'on est arrivé en achetant des produits qui, facialement, au kilo, étaient un peu plus chers. On a gagné du temps de moussage qui nous a fait réduire le nombre de moules. Et un moule, c'est cher. Un moule, ça peut coûter 50, 60 000 euros. On a réduit le nombre de carrousels de moussage, ce qui fait que sur ce site, on a pu mousser le tableau de bord d'un modèle en plus. Donc, c'est bien tous ces éléments pour vous montrer que tirer sur les prix dans l'industrie, ce n'est pas forcément la bonne solution et c'est souvent loin d'être la bonne solution. Et il faut vraiment être extrêmement prudent avant d'entrer dans ce petit jeu avec les fournisseurs. J'ai même envie de dire, souvent, c'est le dernier élément que l'on va négocier. Bon, il y a un aspect délai, alors sur lequel je pense que je vais passer un peu vite parce que pendant très longtemps, on a dit, bon, on a regardé le délai sous l'angle. Oui, quand on a des stocks importants, ça coûte à l'entreprise parce que ça immobilise la trésorerie, parce que ça immobilise des aires de stockage. Mais finalement, on s'est aperçu aussi dans la période post-Covid que quand on a des encours de production qui sont finis, sur lesquels on attend juste la livraison de quelques composants, on n'est pas beaucoup mieux. Donc, la dimension délai, elle est extrêmement importante. Et je me permettrai juste de reboucler à cet égard sur le triptyque en disant le délai, c'est aussi un élément typiquement sur lequel la qualité va jouer un rôle, parce que si on a des produits très techniques, si on a des certificats à l'importation, si on a des choses comme ça, si on ne pense pas à avoir vérifié tout ça, à s'être rassuré que le fournisseur était en capacité de bien nous donner tous ces éléments, et ben on va pouvoir se retrouver avec des équipements ou avec des composants bloqués sur un port, bloqués sur un aéroport, parce qu'on n'a pas les bons documents. Évidemment, j'allais dire, la mission de l'acheteur, elle est dans le cadre de l'entreprise, et il est évident que de plus en plus, on a à s'attacher sur ce QCD à la façon dont on arrive à ces résultats, et notamment, on va s'intéresser dans une démarche RSE, et ceci en fonction aussi beaucoup des contraintes et de la philosophie de l'entreprise, au fait que, bien évidemment, il n'y a pas d'enfants qui travaillent, il n'y a pas des gens de mauvaises conditions, quelles sont les émissions carbone. Après, en tant qu'acheteur, on peut aussi, en fonction de la philosophie, de la stratégie de l'entreprise, poser nous-mêmes des contraintes en disant est-ce qu'on va vouloir, par exemple, avoir des ateliers protégés qui contribuent à la production? Est-ce qu'on va exiger un pourcentage de recyclage, de matières recyclées dans les composants? Il y a différents aspects sur lesquels on peut jouer. Voilà. Alors, Marie-Odile, il y a d'ores et déjà des questions. Oui. Donc, je laisse la parole à Nathalie Letour, notre responsable marketing. D'accord.
Bonjour à tous. Effectivement, Marie-Odile, merci beaucoup pour cette première partie. Nous avons déjà 3 questions. La première étant, comment tenez-vous compte du risque de perdre un fournisseur? Le risque de perdre un fournisseur, eh ben, j'allais dire, ça fait partie typiquement du deuxième sujet que l'on va aborder, c'est justement le fait de connaître ses fournisseurs, de les suivre et justement, notamment sur des marchés sur lesquels il y a peu d'acteurs, il est justement fondamental d'avoir, j'allais dire, un programme pratiquement de rétention de ses fournisseurs. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ensuite, en fonction des produits, ça va être tout à fait différent. Et j'allais dire, le fait de ne pas s'arc-bouter sur le prix le moins cher, si autant que faire se peut, est justement un des aspects qui, bien souvent, euh, permet de ne pas éliminer des fournisseurs a priori, j'allais dire ceci totalement, j'allais dire enfin, à l'inverse des démarches qu'on a pu voir à une certaine époque avec les reverse auctions, des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Une seconde question. Sécuriser sa supply chain est-il de la responsabilité des services achats? Clairement, oui. Pour moi, tout à fait. Il appartient vraiment au service achat d'identifier des fournisseurs qui ont une supply chain robuste, c'est un des points aussi que je vais couvrir, et d'aller auditer absolument préalablement à la passation de commande et après, tout au long de l'exécution, d'aller auditer la robustesse de la supply chain avec un œil neuf. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Odile. Question suivante, le développement des procédures compliance, AC, FTLCB, au sein des entreprises sont-elles clairement identifiées dans le processus d'achat? Normalement, oui. Normalement, oui. Et alors, c'est des aspects qu'on va justement aller vérifier lors de la sélection, de la qualification des fournisseurs. Mais dans toute entreprise, j'allais dire qu'il y a un acheteur compétent et ça va vraiment complètement dépendre de l'environnement industriel dans lequel on est. Parce que bon, si on est chez un papetier, on va avoir des contraintes sur la gestion des forêts. Après, il y a aussi des, euh, des aspects de compliance qui s'appliquent à tout le monde. Je pense par exemple à la loi Sapin 2, où clairement, eh bien, il appartient à tout acheteur, quel que soit l'environnement, de vérifier que tout sous-traitant produit les attestations URSSAF tous les 6 mois. Voilà. Merci beaucoup. J'ai des questions qui se succèdent. On va peut-être en poser une dernière. Je vous laisserai poursuivre, Marie-Odile, et puis on reviendra par la suite avec les questions. Euh, donc une dernière question. Dans un contexte de pénurie, comment fidélisez-vous votre parc fournisseur? Déjà, justement, je le sécurise d'une part en lui donnant de la visibilité, d'autre part en ne l'étranglant pas sur des prix et en entrant dans ce que j'évoque plus loin, dans une approche constructive avec les fournisseurs, en entrant dans une démarche principalement de résolution de problèmes quand on a des points de divergence, plutôt que en essayant d'être toujours gagnant sur tous les tableaux. Merci beaucoup. On va vous laisser poursuivre sur votre présentation et on reviendra un petit peu plus tard avec une session de questions-réponses. Voilà. Donc, j'allais dire, le point suivant, c'est de dire, bon, ben, on a dit qu'il faut optimiser cet aspect QCD, et évidemment en prenant en compte tout ce qui est l'environnement RSE et compliance, mais comment est-ce qu'on y arrive au fil, je dirais, de l'eau? Eh bien, c'est précisément en travaillant sur la sélection, la qualification et l'accompagnement des fournisseurs. Alors, j'ai listé les principaux sujets sur lesquels ou les principaux sujets auxquels on va s'intéresser dans ces étapes de sélection, qualification et accompagnement des fournisseurs. Ce n'est pas exclusif et évidemment, il y a des domaines sur lesquels il y a des domaines d'industrie où on va avoir à mettre un accent plus fort sur tel ou tel sujet. L'important déjà, a priori, c'est de bien comprendre que
L'acheteur, dans ce processus-là, il n'est pas seul, il n'est pas tout puissant. Il ne faut pas qu'il s'amuse à vouloir, j'allais dire, se donner une autorité de compétence sur tous les sujets. Quand on parle de la compétence technique ou technologique, très souvent, l'acheteur n'est pas lui-même compétent ou ce n'est pas la personne la plus au fait de la compétence technique ou technologique du fournisseur. Donc, il va travailler soit avec l'engineering, soit avec la direction technique, soit avec le R&D pour aller vraiment valider la partie qualification technique des fournisseurs. J'ai l'habitude de rattacher à ce premier point un point extrêmement important qui est la sécurité informatique. Et j'allais dire, à l'heure actuelle, pour moi, l'aspect sécurité informatique, c'est quelque chose qui prime absolument et qui peut être un des rares critères, qui va être un go, no go. Parce que lorsqu'on travaille avec un fournisseur, y compris en phase très amont, on va échanger des informations, on va échanger des cahiers des charges, on va échanger des spécifications, on va échanger énormément d'informations. Si votre fournisseur n'a pas un service informatique avec une sécurité informatique organisée, structurée, vous avez des risques énormes de fuite de votre information, de perte de votre information, voire d'infestation de vos propres services informatiques. Donc, et ça, c'est un sujet sur lequel, très honnêtement, faisant beaucoup de missions dans beaucoup d'entreprises, je ne vois pas assez un premier prérequis de dire on ne travaille qu'avec des fournisseurs qui sont sûrs en termes de sécurité informatique. Et pour ça, je vais dire, là non plus, en tant qu'acheteur, je n'ai pas la science infuse. Qu'est-ce que je fais? Lorsque je découvre une situation où ce n'est pas en place, je vais voir mon service informatique, l'entreprise dans laquelle je suis, et je lui demande de me développer un questionnaire qui va être un go, no go, qui va vraiment me donner le go, no go pour mes fournisseurs. Après, il y a des fournisseurs sur lesquels, des moments, ça déclenche un peu un électrochoc et qui, du coup, se mettent en conformité. Mais très honnêtement, c'est l'important, c'est qu'il y ait quand même une prise de conscience de la sécurité informatique, qu'il y ait un minimum de formation du personnel sur l'informatique, qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas trop ou pas du tout de logiciels open source, que les gens aient des plans de continuité, un plan de continuité de production en place, parce que vous avez la partie, j'allais dire, amont, sélection, qualification du fournisseur, où vous échangez plein de données, vous avez des risques de fuite ou des risques d'attaque de vos propres services. Mais après, si vous concluez avec un fournisseur qui un beau jour a une attaque informatique et que pendant 10 jours, il a son ERP en panne, eh ben, tous vos aspects coût, qualité, délai, il n'y a plus rien qui tient. Donc, vous êtes dans une situation vraiment très, très ennuyeuse. Et vraiment, j'insiste très fortement. On a à l'heure actuelle énormément d'informations à disposition. On a en France un service qui s'appelle l'ANSSI, qui est bien fait, qui est capable d'accompagner les entreprises qui n'ont pas encore beaucoup de maturité dans ce domaine-là. La sécurité informatique ou connaître le niveau de sécurité informatique de vos fournisseurs et quel que soit le type de fournisseur, c'est absolument un prérequis indispensable à l'heure actuelle parce que c'est vraiment un point de faiblesse pour l'entreprise et selon son métier, pour ses brevets, pour ses données, pour sa poursuite d'activité. Le deuxième sujet auquel on va s'intéresser très directement, ça va être la robustesse de son système qualité des certifications. Donc, à cet égard, eh bien, on va évidemment regarder le manuel qualité, son existence. Est-ce qu'il existe en entreprise des objectifs de qualité, des objectifs de satisfaction aux fournisseurs? Comment est-ce que l'entreprise contrôle ses matières premières? Comment est-ce que le travail est organisé avec des instructions de travail, avec un management visuel dans les ateliers? Comment est-ce que cette entreprise est conforme aux normes et aux homologations? Au niveau des homologations, d'ailleurs, il est très intéressant d'être un tout petit peu pointilleux et de vérifier, parce que beaucoup d'entreprises vous disent ah ben, on est ISO 14000, par exemple, dans le domaine de l'environnement, sauf qu'en fait, quand vous grattez, vous apercevez qu'il y a 3 sites qui sont ISO 14000 et puis qu'il y en a 2 qui ne le sont pas encore. Manque de chance, si vous sourcez sur ces sites-là, vous n'avez pas vraiment toutes les garanties que vous attendez. Il faut aussi bien sûr s'intéresser à la durée de validité des homologations et, lorsqu'on est à l'étranger notamment, à quel est l'organisme certificateur.
Ensuite, si on a affaire à des projets très techniques, notamment, et si on a affaire à l'étranger, ce qui est important, c'est de s'intéresser aux habitudes de travail de l'entreprise et notamment, est-ce qu'elle a l'habitude de faire des réceptions intermédiaires avec vous pour le suivi des projets? Est-ce qu'elle a l'habitude également de faire une revue de contrat au démarrage? Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement utile, notamment lorsqu'on fait du sourcing en pays low cost, parce qu'il y a un décalage culturel qui fait que c'est pas du tout inutile de refaire une lecture commune du cahier des charges pour bien s'assurer que tout le monde a bien compris les mots de la même façon. Surtout que bien souvent, on travaille en anglais, qui est une langue, je dirais, véhicule pour tout le monde, que pas tous les gens maîtrisent bien. Ensuite, un point important, c'est la santé financière. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas travailler avec un fournisseur qui n'est pas dans une santé financière, AAA ou des choses comme ça. Bien au contraire, moi, je veux dire, dans ma carrière, plusieurs fois, j'ai eu à travailler avec des fournisseurs qui n'étaient pas dans des situations florissantes, mais un fournisseur, eh bien, on l'accompagne précisément. Quand on a évoqué tout à l'heure l'aspect rétention, si on a un fournisseur qui techniquement ou en termes de service, de proximité, a plein d'atouts, mais que sa santé financière n'est pas très bonne, on peut trouver des solutions pour garantir. Moi, je me souviens très bien d'un fournisseur qui nous était très précieux, mais qui avait des véritables gros soucis de trésorerie. On avait mis en place un système où c'était nous qui préfinancions les matières premières pour nos productions, pour garantir que nous, on ne délivrait évidemment pas que ce soit les concurrents qui soient livrés. Un autre aspect de la santé financière ou de la surface financière, c'est aussi de s'assurer de savoir vraiment, au-delà des dires des gens, qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires de l'entreprise sur les 3 dernières années, pour ne pas passer, notamment dans le cadre de PME, des contrats qui sont trop importants et qui vont ensuite nous rendre complètement dépendants de cette entreprise parce qu'on va passer un contrat qui représente 20 ou 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans le contexte actuel, je me permettrai aussi de dire qu'il est important, quand on travaille avec un réseau de PME, de s'intéresser discrètement à comment est-ce qu'elles vont affronter les remboursements des PGE, parce que c'est un sujet qu'on rencontre dans le marché en France à l'heure actuelle. Et encore une fois, le message important, c'est pas de dire je veux travailler qu'avec des fournisseurs AAA, sauf à ce que ce soit la philosophie et la stratégie de votre entreprise, mais c'est de dire je sais qu'elle a la santé financière, je sais jusqu'où je peux aller, je sais ce que je peux faire, et je sais aussi ce que je peux faire ou ce que je dois faire pour moi en tant que fournisseur, permettre en tant que client la survie de mon fournisseur. Un point important, ça va être la réactivité. Alors, la réactivité, on va la tester précisément dans toute la phase de sélection de qualification. À quelle vitesse est-ce que le fournisseur répond, avec quel niveau de perspicacité, avec quel niveau de technicité. Mais c'est aussi, j'allais dire, quelque chose qu'on va beaucoup mesurer dans l'exécution et s'assurer notamment que ça ne se dégrade pas, pour être sûr qu'on a le fournisseur qui a la réactivité voulue. Après, on n'a pas toujours besoin d'une réactivité à 24 heures. Il y a des moments où on a une réactivité à une semaine, ce n'est pas un sujet. Donc, ça fait partie des points extrêmement importants parce que ça va avoir un impact absolument direct sur notre QCD si jamais on n'a pas cet aspect sous contrôle. Et encore une fois, le point, c'est de savoir et d'avoir un niveau de réactivité qui est adapté aux besoins. Ensuite, l'aspect délai. Au niveau des délais, il faut être extrêmement prudent parce qu'il faut parler des délais annoncés, évidemment, mais il est toujours extrêmement intéressant, surtout lorsqu'on a affaire à un travail manufacturier de construction technique ou des choses comme ça, de comment est-ce que le fournisseur vous a garanti ce délai. Est-ce qu'il a réellement pris en compte, par exemple, des aléas? Est-ce qu'il a pris en compte le fait que il va vous dire, par exemple, pour tel équipement, c'est 10 semaines. Sauf que 10 semaines, les 10 semaines, c'est à partir du moment où vous avez fourni tous les plans. Et si vous êtes, par exemple, dans une construction progressive, vous savez que votre bureau d'études, il y a un élément, par exemple, le détail, par exemple, des coudes d'une tuyauterie, il va pouvoir le faire qu'au bout d'un certain temps. Et donc, si vous n'avez pas cette analyse précise de comment est-ce que les délais sont calculés,
vous mettez en risque votre entreprise. Un dernier point également qui est lié à cet aspect réactivité et délai, c'est d'être un petit peu perspicace sur où sont situés les sites ou le site producteur. Déjà, si par exemple, si vous êtes sur une production continue avec des approvisionnements réguliers, est-ce que l'entreprise, elle a un seul site qui peut fabriquer le produit dont vous avez besoin, ou est-ce qu'elle en a deux? Du coup, ce qui vous mène tout de suite à imaginer, bon, si jamais il y a défaillance pour un événement météorologique, pour un incendie, pour une grève, comment est-ce que je sécurise ça? Ça, je me souviens par exemple qu'on avait un fournisseur dans le textile à une époque qui était très très bon, mais il avait un seul site qui savait fabriquer l'espèce de mouton à cinq pattes qu'on lui demandait. Et c'était un site qui régulièrement pouvait être inondé. Ça n'a pas été un problème en fait, parce qu'on lui a dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Nous, la seule chose qu'on vous demande, c'est que compte tenu des inondations qui peuvent être fréquentes, de la localisation que vous êtes dans mon site, on vous demande d'avoir X semaines de production stockées dans un entrepôt tiers auquel on peut accéder, quel que soit l'état de la météo. Voilà. Marie-Odile, excuse-moi, je te coupe. Il y a pas mal de questions là, qui nous parviennent, donc on fait un petit break Q&R. Voilà. Nathalie, je t'en prie. On ne t'entend pas, Nathalie. Pardon. Effectivement, il y a beaucoup de questions, de nombreuses questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, donc essayez de faire très vite. J'en fais une sélection. L'une des questions est la suivante. Vous mettez en avant la sécurité des informations, de la data, et à juste titre, comme un des enjeux numéro 1 de l'environnement fournisseur et de la conformité. Travaillez-vous sur les opportunités techniques des blockchains pour assurer la meilleure gestion des sources d'approvisionnement, des litiges et de la conformité? Alors, je vais être très directe. Dans les missions récentes que j'ai faites, je ne l'ai pas fait, mais c'est un très bon point. Il faut bien être, il faut bien, sur le plan informatique et sur le plan du développement technologique en tant qu'acheteur, se tenir au fait des évolutions les plus récentes, parce que oui, il y a des solutions pour essayer de garantir la sécurité informatique, mais soyons clairs, dans ce que j'envisage au départ et dans ce que je rencontre régulièrement, on n'en est pas à des solutions blockchain. On en est bien souvent à des prérequis de base où je trouve des entreprises qui confient des PC à n'importe qui laissent travailler des gens avec des PC externes, qui utilisent des logiciels open source, enfin beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment, les prérequis de base. Voilà. Merci Marie-Odile. Autre question. En présence d'une inflation importante et pour un contrat d'une durée supérieure à 1 an, quel type d'indicateur de révision de prix est acceptable? IPC et autres. Alors, j'ai envie de vous dire, moi j'essaie d'éviter les indicateurs de révision de prix aussi longtemps. Alors, pour deux raisons. Déjà, je n'accepte des révisions de prix que lorsque j'ai un indice. Je peux me référer à un indice qui est internationalement connu et reconnu. Le deuxième sujet, c'est que j'essaie de toujours me protéger par un tunnel qui est de me mettre d'accord au départ avec les fournisseurs. Par exemple, dans le tunnel plus 5, moins 5, je ne bouge pas s'il n'y a pas d'impact sur mon prix. Parce que, la partie accepter d'emblée une révision de prix, d'abord, c'est du coût, c'est une incertitude sur mon budget. Donc, j'aime pas ça. Ceci étant, on vient de passer une période extrêmement complexe au niveau de l'inflation. Et il est évident que quand on a un fournisseur auquel on tient, quand on rencontre un problème, et bien là, on ne doit pas s'arc-bouter sur des clauses de contrat. On doit se mettre autour de la table et voir comment est-ce qu'à livre ouvert, mais j'insiste, à livre ouvert, on va résoudre le problème et essayer de trouver une solution. Mais pour moi, il n'y a pas de solution miracle et générale. Merci Marie-Odile. Question suivante. Quels outils avez-vous mis en place pour gérer le risque PI de votre portefeuille fournisseur? Par exemple, un fournisseur de longue date qui est basé en Europe de l'Est et se trouve soudainement exposé au conflit en Ukraine.
La question est la suivante. Utilisez-vous des cabinets spécialisés qui vous soutiennent dans une gestion proactive de cette catégorie de risque international? Oui, alors clairement, je ne citerai aucun nom parce que je me suis efforcée jusqu'à présent, j'ai tenu de ne pas faire de publicité pour qui que ce soit, mais oui, il est absolument indispensable d'avoir des cabinets sur la partie risque PI et également sur la partie risque financier. Mais à l'heure actuelle, il y a toutes sortes de bases de données qu'on peut directement connecter, par exemple, aux outils de source to pay et qui permettent d'avoir une analyse rapide. Ce faisant, j'allais dire, il est toujours bon d'essayer d'avoir des solutions de backup. Mais il est clair que la solution ukrainienne, la situation ukrainienne a gêné un certain nombre d'entreprises, c'est évident, ou les situations également de réglementation internationale du jour au lendemain, quand il y a eu une interdiction de travailler avec la Russie. Oui. Question suivante. Vous avez parlé du service qualité achat. Dans la même approche, quelle est votre position sur la fonction achat-projet? Est-elle bien représentée dans l'industrie actuellement? Excusez-moi, mais là, ça dépend vraiment des industries, hein. Il y a des domaines où la fonction achat-projet est très mature. J'ai pas honte de dire que je sors d'une entreprise où la fonction achat-projet, elle était très embryonnaire, ce qui conduisait d'ailleurs à des dysfonctionnements majeurs. Et quelle serait votre définition du taux de dépendance d'un fournisseur? Du taux de dépendance. Alors, euh, dans la mesure où le fournisseur communique, ou bien dans la mesure où on a accès à toutes les valeurs, j'allais dire, financières, à tous les éléments financiers, la structure financière, la structure du compte de résultat du fournisseur, moi, j'ai pour habitude de dire, j'essaie de ne pas dépasser dans le pourcentage du chiffre d'affaires que je présente du fournisseur le taux de marge brute. Parce que je me dis, si je dois me retirer pour une raison X ou Y, il va être à marge brute zéro, mais je ne vais pas le mettre en déficit. Mais c'est une définition qui m'est propre. Je sais qu'il y a, y compris dans les tribunaux, des évaluations qui peuvent être à 10, à 15, à 20%. Mais en ce qui me concerne, moi, j'essaie de ne pas passer plus que la marge brute de l'entreprise. Comme ça, je sais que je reste complètement libre de ma décision. J'allais dire que ce soit pour des raisons de choix fournisseurs ou que ce soit pour des raisons techniques ou des raisons de marché aval. Question suivante. Comment voyez-vous la relation avec la R&D dans le processus de sélection des fournisseurs? Alors, la R&D, j'aime beaucoup les impliquer dans la partie sélection des fournisseurs. Je l'ai mentionné, j'aime beaucoup aller faire les premières visites chez un fournisseur pour la partie de son propre labo, pour la partie R&D, avec les gens de ma propre R&D, parce que c'est souvent en alignant les enjeux, les objectifs, les visions en R&D qu'on va pouvoir créer le plus de valeur et que surtout chacun va contribuer avec son métier. Alors, dans la continuité de cette question, on nous demande si vous avez la possibilité de décrire vos relations avec la fonction finance, DAF, CFO, CDG. Alors, avec la fonction finance, j'allais dire, j'ai en général globalement des très bonnes relations avec la fonction finance et avec la fonction juridique d'entreprise. La fonction finance, je vais lui demander de l'expertise dans certains domaines, c'est-à-dire l'analyse du bilan, l'analyse du compte de résultat de l'entreprise, parce que je ne vais pas m'improviser analyste financier, et puis surtout, je n'ai pas le temps de le faire. Même si maintenant on a des instituts ou des bases de données qui vont donner une espèce de rating immédiatement, mais ce n'est pas inutile qu'un financier ait un œil perspicace. Il y a des domaines où je vais les impliquer beaucoup plus. Par exemple, si je vais acheter des produits chez un trader, je vais éventuellement, si c'est un enjeu important pour moi, je vais demander à quelqu'un de la trésorerie de venir voir comment est-ce que ce trader gère ses risques et ses prises de position. Ça, c'est un côté, c'est sur la partie analyse du fournisseur, comment est-ce que le fournisseur lui-même gère sa finance. Et l'autre aspect, c'est que je vais demander très en amont à la direction financière, est-ce que j'ai des guidelines strictes du genre des contraintes sur les acomptes à la commande, des contraintes sur le mode de paiement. Ce genre de choses, je les anticipe le plus tôt possible pour ne pas me faire piéger après ça dans la négociation.
Merci. Une dernière question, puis on va vous laisser poursuivre sur votre présentation. Quid de l'anticorruption et du respect de la loi Sapin 2? Avez-vous été confronté à ce sujet? Alors, l'anticorruption, j'allais dire, soyons clairs, euh, il va de soi que tout acheteur doit faire attention à la corruption, et sachant que maintenant, la corruption, elle n'est pas forcément dans les services achats, mais les fournisseurs qui ont tendance à vouloir circonvenir des personnes dans l'entreprise vont plutôt essayer d'aller le faire le plus souvent dans les services techniques, chez les prescripteurs ou chez les utilisateurs. La loi Sapin 2, oui, ben, la loi Sapin 2, elle s'applique. Et ben, soit on a les moyens de gérer en interne tout cet aspect, j'allais dire, assez rébarbatif, où typiquement, quelque part, les services de l'État se défaussent sur les entreprises pour suivre le fait qu'il n'y a pas de travail au noir. Euh, mais on est obligé de le faire, hein. Donc, soit on le fait en interne, on peut avoir quelques outils informatiques qui nous aident, soit on sous-traite. Il y a aussi des cabinets qui font ça. Ce qui me gêne souvent dans le fait de le faire à un cabinet, mais parfois on n'a pas d'autre solution, c'est que c'est le cabinet, je ne sais pas jusqu'à quel point il peut être mis en cause si jamais il y a quelque chose qui lui échappe. Voilà. Merci. On va vous laisser poursuivre sur votre présentation et on reviendra aux questions par la suite. Merci, Marie-Odile. L'horaire, Il est 9h10. Ça va, donc on a encore un peu de temps. Donc, j'avais parlé des délais, j'avais parlé de la réactivité, j'avais parlé des coûts et de leur justification, et de la façon dont le fournisseur est force de proposition dans, dans la justification de ces coûts. Alors, c'est quand même très intéressant de savoir comment est-ce que le fournisseur est capable de justifier ou d'écrire ses coûts. Et de manière générale, j'aurais tendance à dire, il faut autant se méfier d'un fournisseur qui vous donne une ligne et un montant, parce que j'allais dire, il faut arriver à comprendre, que du fournisseur qui va vous donner 30 lignes pour un tout petit achat. Parce que quand il vous met 30 lignes, vous pouvez être sûr qu'il liste plein de choses pour finalement glisser des choses qui ne sont pas forcément utiles. Et donc, c'est très, très important d'avoir ce type d'approche. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est notamment sur tout ce qui peut être les éléments logistiques, les éléments d'emballage, les éléments de mise à disposition. On peut avoir de la part des fournisseurs des propositions sur des économies qui peuvent être très intéressantes. Moi, je me souviens par exemple d'une situation qui était assez contre-intuitive où on avait envisagé de se faire livrer en très grands containers pour avoir plus de pièces livrées, donc limiter le coût de transport et ou réduire le coût de transport par pièce. Et où finalement, le fournisseur nous a dit non, vous n'allez pas y être gagnant parce que ces pièces, quand moi je les emballe, et ça vous ne le savez pas, quand je les mets directement dans les bacs, elles sont encore un peu chaudes, donc quelque part un peu plastique, un peu molle. Et si on fait des gros conteneurs, vous allez avoir un taux de non-qualité qui va être important. Et du coup, on va transporter des produits que vous ne pourrez pas utiliser. Donc, il y aura un effet complètement contre-productif. Donc, c'est vraiment des aspects sur lesquels il faut ouvrir le dialogue et écouter, alors pas de manière naïve, hein, il faut toujours poser des questions, mais c'est extrêmement important d'avoir une discussion et d'écouter les suggestions des fournisseurs sur la façon dont ils vont justifier leurs coûts, expliquer et pouvoir proposer des solutions. Après, moi, je me souviens que j'ai fait aussi du travail, par exemple, sur des pièces détachées avec certains fournisseurs où on a travaillé sur la rapidité de démontage de certains outillages, sur la façon dont on va avoir un compresseur qui va tenir plus longtemps ou un roulement qui va tenir plus longtemps. Ce sont tous des éléments qui sont extrêmement importants. Et si on parle des coûts aussi à cet égard, il va être intéressant parfois de dire, bon ben, OK, on a un coût, mais par exemple, si on est sur une pièce détachée qui, dans ma production, pour un de mes équipements, est vitale, mais qui casse de manière aléatoire, eh bien, je vais avoir intérêt peut-être à être avec un fournisseur un tout petit peu plus cher, mais qui va me faire du stock consignation, parce que je ne sais pas si je vais avoir la pièce 3 mois, 6 mois, voire 18 mois en stock, et je ne vais pas la payer pendant ce temps. Plutôt qu'un fournisseur qui va me demander de l'acheter et où j'aurai cette pièce
à mon bilan et qui aura convenu à votre trésorerie. Alors, évidemment, le dernier point, et j'en ai aussi beaucoup parlé, et c'est par contre un sujet qui prend de plus en plus d'importance, c'est la conformité EHS, la conformité RSE. Alors, tout ça, ça dépend beaucoup, beaucoup de la stratégie de votre entreprise, mais il y a des basiques, j'allais dire, à l'heure actuelle qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas fermer les yeux sur les conditions de travail, par exemple, dans des mines ou dans des carrières. On ne peut pas, j'allais dire, fermer les yeux sur les conditions dans certains pays. Il y a des dortoirs dans lesquels les gens étaient littéralement prisonniers de leur entreprise pendant la période Covid. C'est des choses où, j'allais dire, en conscience et par rapport à la stratégie et à la politique de l'entreprise, l'acheteur doit être capable de décliner et de prendre position. Alors, si on revient, j'allais dire, à l'ensemble de ces éléments, il est bien clair qu'on ne va pas forcément pouvoir travailler avec des fournisseurs où on va mettre, j'allais dire, on va avoir les voyants au vert sur tous les aspects que j'ai listés et éventuellement ceux que je n'ai pas listés parce qu'ils sont plus anecdotiques ou plus spécifiques d'un domaine. L'important, c'est de connaître exactement le statut du fournisseur par rapport à vos exigences ou à votre besoin, que ce soit, j'allais dire, par rapport à la nature de votre achat dans le portefeuille ou par rapport à la stratégie de votre entreprise et à son offre client. Donc, tout ce travail sur la sélection, la qualification et l'accompagnement des fournisseurs dans le quotidien, c'est en fait ce travail d'identification qui va vous permettre de nourrir tous les points de vigilance qui seront les enjeux plus ou moins forts de votre négociation. Parce que maintenant, on va passer évidemment quand même au point qui reste absolument incontestable, c'est qu'un fournisseur, un acheteur, évidemment, ça négocie, mais ça ne marchande pas. Et c'est, j'allais dire, la négociation bien conduite, la négociation respectueuse qui va permettre de sceller les bonnes conditions de l'exécution du deal au fur et à mesure. Et donc, négocier, c'est avant tout, ça reste une des composantes importantes du métier. Et je pense, parce que je suis un peu étonnée qu'on n'ait pas posé encore la question, ça fait partie des sujets sur lesquels vraisemblablement la technologie ne va pas l'emporter tout de suite encore sur le travail de l'acheteur. La première chose, c'est que pour négocier, l'acheteur doit être absolument au clair avec les enjeux pour son entreprise, les enjeux en termes de besoins. On ne va pas négocier de la même façon. Je parle par exemple d'un service, un service de nettoyage. On ne va pas négocier de la même façon. On ne va pas avoir un point de vigilance. Si on négocie le service de nettoyage pour le centre de R&D, pour les douches du personnel dans une entreprise qui travaille 7/7, 24/24. L'important, c'est vraiment que l'acheteur, il arrive à descendre dans le détail de tout ça. On me fait signe qu'il y a très peu de temps, donc je vais essayer d'aller vite pour pouvoir répondre à vos questions. Pour arriver à ça et pour arriver à bien négocier, l'important, c'est la maîtrise du facteur temps. Le facteur temps, on va le gérer en 2 éléments. La première chose, parce que une bonne négociation, ça se prépare. Et c'est beaucoup, beaucoup de temps de préparation, justement dans la prise en compte de ces enjeux, dans la connaissance également des marchés et du marché fournisseur. Et la négociation, le facteur temps joue à d'une part, dans la négociation elle-même, et il faut essayer de ne pas se faire mettre en corner avec une pression, mais aussi dans tout le travail d'anticipation. Et typiquement, en tant qu'acheteur, quand on règle son travail, c'est important d'essayer de faire un décalage pour ne pas se retrouver avec toutes les négociations de fin d'année, ou si on est en mode projet, par exemple, d'entrer le plus tôt possible dans le projet pour avoir connaissance et pour pouvoir préparer aussi. Le deuxième point fondamental, c'est de jouer en équipe. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de jouer avec des grandes équipes. L'équipe, elle ne peut pas toujours être présente, mais ça peut être une équipe virtuelle, des collègues avec lesquels on s'est mis d'accord avant, et surtout, on s'est mis d'accord dans la définition de l'objectif et des compromis qui sont acceptables et des contreparties qu'on va demander. Et c'est là aussi un élément où le temps va pouvoir jouer parce que
il n'y a absolument aucune honte en négociation à dire, eh bien, écoutez, moi, je suis vraiment désolée, je n'ai pas le mandat pour négocier sur tel et tel point. Et au contraire, ça va permettre de faire un break dans la négociation, d'aller voir des gens, d'aller voir son supérieur. Et moi, j'engage vraiment ça, surtout, je veux dire, quand on a une négociation importante et qu'on est un peu seul, à mettre bien noir sur blanc ce mandat en amont de la négociation et de le faire valider à la fois par les utilisateurs finaux ou les clients internes et d'autre part par la hiérarchie. Évidemment, dans cet aspect-là, on va prendre en compte à nouveau le respect de la stratégie de l'entreprise et notamment sur les facteurs humains. Et bien sûr, ce qui est important, c'est que dans le feu de l'action, on doit avoir tous les petits réflexes qui jouent pour pouvoir être inventif, agile et arriver à sortir avec une négociation optimale pour les intérêts de son entreprise. Voilà. Bon, alors, si je dois conclure, vous y a quelques questions. Merci Marie-Odile. Alors, Nathalie, j'imagine qu'il y a encore quelques questions. Absolument, plusieurs questions nous sont arrivées. L'une d'entre elles est la suivante. L'open innovation, est-elle la responsabilité des achats? Oui ou non, selon vous? Je pense qu'il est de la responsabilité des achats de ne pas fermer la porte à ça et voire de la stimuler. Très bien. Autre question sur la RSE. Vous avez mis en place une évaluation globale du fournisseur ou une sélection de critères qui enchaînent un go-no-go? Ça dépend de la maturité et de la volonté de l'entreprise. Il y a des entreprises où c'est possible. Il y a des entreprises où la RSE est encore un peu balbutiante ou incertaine, la prise en compte de la RSE. Et donc, j'allais dire, c'est des critères que je fais valider par le management. Et selon vous, un seul acheteur peut-il et doit-il tout acheter pour son entreprise? Ça dépend de la taille de l'entreprise. Alors, il est évident que si vous êtes dans une entreprise où vous avez des familles d'achat, une grande stratégie cadrée, c'est beaucoup plus confortable. Mais globalement, en fait, un acheteur, il doit être capable, et ça me conduirait presque à la conclusion, c'est qu'un acheteur, oui, c'est celui qui négocie, mais un acheteur surtout, il a deux grandes caractéristiques. Il sait faire exprimer le besoin par les utilisateurs finaux. Il sait aller faire ce questionnement et il sait faire formaliser ce qu'est le besoin de l'entreprise. Et il sait également faire une étude de marché et appréhender un marché qu'il ne connaît pas. Donc, quand on est dans une petite entreprise, eh bien, oui. Et de toute façon, c'est toujours mieux que ce soit l'acheteur qui négocie que les utilisateurs. Merci Marie-Odile. Question suivante. Sur les questions EHS et RSE, jusqu'où allez-vous dans les audits de la supply chain? Par exemple, une société dans la mécanique qualifiée qui va sourcer de la matière à l'étranger auprès de fournisseurs peu recommandables. Oui, alors ça, c'est absolument un point très valide. Oui, c'est un sujet sur lequel, en général, sauf si l'entreprise ne le veut pas, moi, je descends jusqu'à la réception des matières, à la façon dont les certificats de matière sont établis et, j'allais dire, l'origine de la matière. Oui. Et notamment sur certains sujets, s'assurer qu'il n'y a pas de corruption, pas de choses comme ça. Très bien. Pour faire suite à l'intervention de l'IA dans le service achat, un complément sur la question qui avait été posée est demandé sur le facteur humain primordial sur le service achat. L'IA va-t-elle, selon vous, être un atout pour aider l'acheteur? Alors, je pense que l'IA va être et est déjà un atout dans la mesure où l'IA permet d'aider l'acheteur sur tous les aspects d'analyse de données, que ce soit les données de sa propre entreprise, par exemple, quand on a plusieurs ERP, des références un peu mal mises, etc. L'IA va être, j'allais dire, extrêmement précieuse pour éviter à l'acheteur de passer du temps sur du data crunching. Et d'autre part, l'IA va beaucoup aider sur les aspects études de marché, connaissance des fournisseurs. Par contre, je pense que, et donc ça va dégager du temps pour l'acheteur pour vraiment faire ce métier
de sélection, de qualification, de visite des fournisseurs, ou j'allais dire de pas visite, hein. Moi, par exemple, dans la période Covid, on a fait des audits fournisseurs avec des casques de réalité augmentée, hein, parce qu'il y avait des sujets qu'on voulait absolument voir, et le service informatique de l'entreprise où j'étais a été suffisamment futé pour nous monter un système qui nous a permis d'aller voir alors qu'on n'avait pas le droit de se déplacer. Merci Marie-Odile. On nous demande également comment rémunérer un acheteur uniquement fixe et s'il y a un variable, comment le calculer? Alors, j'ai envie de dire, mais je sais que j'ai une position qui est très spécifique. Euh, pour moi, on ne rémunère pas. Alors, un acheteur, c'est important qu'il soit incentivé, j'allais dire au même titre que les autres fonctions, mais par rapport au résultat global de l'entreprise, par rapport au respect des valeurs et au respect de la stratégie de l'entreprise. Ce qui est important, c'est de ne surtout pas lier le, le variable de l'acheteur aux économies calculées en prix. Si les économies sont calculées en coût, ou il peut y avoir d'ailleurs complètement d'autres choses, ça peut être le time to market sur des nouveaux produits, des choses comme ça, j'ai aucun souci. La seule chose que je n'aime pas du tout et que j'essaie de contourner chaque fois que c'est possible, c'est un variable lié aux réductions de prix. Et alors, quid des fournisseurs imposés, par exemple ceux qui sont demandés par le client dans le contrat? Comment les forcer à être conformes aux besoins? Alors, j'allais dire, c'est précisément un des sujets extrêmement difficiles. C'est un des sujets qu'on va avoir en... Alors, soyons clairs, on ne force jamais un fournisseur, de même qu'on n'humilie jamais un fournisseur. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est super important pour un acheteur d'entrer très tôt dans la démarche. Par exemple, sur les fournisseurs imposés, souvent, c'est sur des approches projets, par exemple, pour arriver à identifier quels vont être dans la négociation les points négociables et les points pas négociables, et se ramener à une résolution de problème en disant, écoutez, là, c'est vous qui avez un gros écart, là, c'est moi qui ai un, et trouver un deal compensation pour arriver à s'approcher. Bon, tout n'est pas négociable, c'est vrai, mais on peut, si on a une approche industrielle et de résolution de problèmes, ou disons de déplacer un peu le sujet en disant au fournisseur d'apporter de la valeur ajoutée là où il sait en apporter, on peut arriver à sortir avec un deal gagnant. Et alors, quel est votre point de vue sur les e-auctions? Écoutez, je l'avoue, je suis très anti-e-auction. Parce que j'estime que c'est quelque chose qui tue le marché fournisseur. Merci Marie-Odile. Un fournisseur historique bénéficie-t-il d'un avantage type primo sortant versus un inconnu dans la grille d'analyse des fournisseurs, selon vous? Je pense qu'il a surtout un avantage par rapport à la sécurité et à la frilosité au changement des équipes industrielles, des équipes supply chain, voire des commerciaux. Pour moi, j'allais dire, je vais jamais, dans la pratique, je vais jamais, entre guillemets, dégager un fournisseur historique sans avoir bien sécurisé, mais il faut aussi pas être prisonnier de fournisseurs historiques, et c'est extrêmement important d'arriver à faire monter en compétence et tester des fournisseurs autres petit à petit. Mais on ne fait pas je passe d'un fournisseur historique à je passe à un nouveau. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est super important d'avoir un suivi de ses fournisseurs, parce qu'à l'heure actuelle, on peut avoir aussi une défaillance sur un fournisseur historique, et si on ne l'a pas vu venir, c'est catastrophique. Bon, oui, Nathalie, malheureusement, l'échange touche à sa fin. Le temps est écoulé, effectivement. Voilà. Merci beaucoup déjà, Marie-Odile, d'avoir répondu à de nombreuses questions. Et je vais effectivement laisser la parole à Delphine. Alors, Marie-Odile, un mot pour conclure. Un mot, un acheteur, c'est quelqu'un qui négocie et qui négocie en QCD, et surtout, c'est quelqu'un qui sait identifier le besoin et le positionner par rapport à la stratégie de son entreprise.
Merci infiniment, Marie-Odile. Alors, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, sur notre page Delville Management. Nous mettrons des extraits de cette intervention et je vous